Aujourd'hui, je reçois Maude à la tête de Manureva, son studio de graphisme qu'elle gère aujourd'hui avec son mari Nicolas. Maude est une artiste dans l'âme qui a choisi de s'installer à New York, source d'inspiration infinie au service de sa créativité et qu'elle considère aujourd'hui comme sa seconde maison. Pétillante et passionnée par ce qu'elle crée pour ses clients, Maude nous partage la réalité derrière son expatriation aux US, le quotidien en tant que femme entrepreneur dans le graphisme et son avis concernant l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'industrie de création. Bonne écoute! Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bonjour Maude, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de EcoExpat. Enchantée, merci à toi. Alors Maude, tu habites à New York. Est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à New York? Oui, alors donc j'ai fini mes études en 2014 et j'étais très intéressée pour potentiellement venir travailler ici. Je suivais vachement de designers qui bossaient dans mon domaine à New York et je trouvais ça hyper excitant, créatif et amusant. Euh, donc ça m'amusait de tenter la chose pour potentiellement 6 mois, un stage, quelque chose comme ça. Effectivement, c'est assez compliqué de trouver un boulot dès le début parce que t'as pas vraiment de visa qui te qualifie pour ça quand t'as pas encore d'employeur. Donc en fait, au début, tu commences par un stage. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec mon copain avec qui aujourd'hui je suis mariée et avec qui je travaille, on a tous les deux cherché un stage dans des domaines complètement différents euh, qu'on a accepté pour 6 mois. Donc on pensait qu'on partait temporairement au début. Et puis en fait, j'ai réussi à me faire embaucher au bout de quelques mois et de rester. J'étais bien sûr tombée amoureuse du boulot, de la vie ici et tout ça. Ah mais c'est trop cool. Après j'imagine que la French Touch en plus de tes qualités et de ton expérience professionnelle et de tes qualités professionnelles, ça a dû aussi jouer. Par là, ce que j'entends, si tu veux, c'est que dans certains pays, tu vois, par exemple, je pense à l'île Maurice, en fait, pour obtenir un visa travail, c'est très compliqué parce que, si tu veux, c'est difficile pour les entreprises de justifier le fait d'embaucher un Français qui parle français par rapport à un Mauricien qui parle aussi français, tu vois. Donc, en fait, t'as pas mal de concurrence au niveau de la langue, alors que quand t'es dans des pays comme aux États-Unis ou genre à Hong Kong, par exemple, c'est beaucoup plus justifiable de embaucher un Français aussi. Mais oui, c'est trop drôle. Moi, je me rendais pas du tout compte à ce point, à quel point les Américains ont encore ce côté impressionné un peu par le côté français et probablement que oui, j'avais un peu un style ou des qualités de design qui étaient dues à mon background français. Et je m'en suis rendu compte parce que, bien sûr, donc mes employeurs étaient contents de mon boulot, ils me poussaient vachement à progresser, à faire des nouvelles choses. Et parfois, ils le disaient aux clients, en fait. Voilà, Maude, elle est française, elle fait ça comme design et tout. Et moi, j'étais la petite, genre la plus junior de la boîte. Donc, c'est très drôle, effectivement, cet attrait pour la France. Donc là, ça va faire du coup 10 ans que tu es installée à New York. Aujourd'hui, du coup, tu as du recul assez important entre ta vie en France et ta vie à New York. Quelles sont les différences ? Alors c'est drôle parce que je peux pas vraiment comparer deux vies similaires. Quand je compare ma vie en France, c'était jusqu'à la fin de mes études en fait. J'ai pas eu une vraie vie d'adulte indépendante en France et du coup c'est très dur à comparer et c'est pour ça que je pense que c'est très difficile de se faire une idée de ce que ça donnerait si je déménageais en France. Je pense, cela dit, que niveau professionnel, c'est un petit peu différent. New York, c'est extrêmement dynamique. Tout va vite dans le sens où tu peux trouver du boulot vite ou trouver des projets très vite. Tu peux aussi les perdre très vite. Les boîtes sont très friandes d'investir dans leur design. Pareil, j'ai pas beaucoup bossé en France, donc c'est un petit peu difficile de comparer. Mais l'impression que j'ai, c'est quand même qu'il y a un gros intérêt pour le design et l'identité de marque. Et que les boîtes ne sont pas trop frileuses à ce niveau-là. Donc c'est très excitant, très drôle. Et puis dans le monde du design aussi, je trouve que ce dont j'ai fait l'expérience à New York, c'est que énormément de créativité est présente. Ils n'ont pas peur de casser les codes. J'ai toujours trouvé ça très créatif. En France, bien sûr, ce que font les designers est absolument magnifique. Mais moi, ce dont j'avais l'impression à l'école, en tout cas dans mon école parisienne, c'est que le design, c'était un petit peu, c'était cet art très noble dont il fallait toujours respecter les codes et parfois du coup un petit peu moins excitant. Enfin, je veux pas en parler négativement, mais je veux dire dans le sens où à New York, j'avais plus l'impression d'être un peu libérée des codes que j'avais appris à l'école.
T'avais plus de liberté dans ta créativité. Ouais, je trouve. Ou alors, ouais, exactement. Alors peut-être que c'est juste mon boss, un peu mentor, qui a libéré ma créativité et tout ça. Mais voilà, je trouve la vie à New York très variée, très internationale. Et du coup, ça crée vraiment une effervescence qui m'inspire beaucoup dans le boulot. Et du coup, vu que là, ça fait quand même 10 ans que vous êtes installé là-bas, est-ce que tu t'identifies en tant qu'expatrié ou en tant qu'immigré? La différence, en fait, c'est, si tu veux, un immigré, donc c'est une personne qui vit dans un pays dans lequel elle n'a pas la nationalité, dans lequel elle n'est pas née, et qui ne compte pas partir, qui vraiment s'installe, tu vois, dans ce pays-là. Alors qu'un expatrié, en fait, selon la définition officielle, parce qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet, en fait, c'est une personne qui va s'installer dans un pays, mais ça se trouve, l'année prochaine, elle sera plus là parce qu'il y aura un autre contrat de travail. Elle n'a pas forcément l'intention de s'installer définitivement dans ce pays-là. Ouais, alors complètement, je m'identifie pas du tout comme une expat. Même si j'ai toujours eu dans un coin de ma tête que je rentrerais probablement en France, parce que je pense que c'était effrayant de se dire... que j'allais rester trop longtemps, et tu vois, même encore aujourd'hui, je pense qu'on rentrera, mais on sait pas quand, etc., parce qu'on se sent vraiment à la maison à New York. Et aussi, je dirais qu'on a peu de privilèges des expats. On a toujours tout fait nous-mêmes, on n'a jamais eu de boîtes qui nous ont permis de nous installer. Enfin, moi, en tout cas, ma définition aussi de l'expat, c'est t'as une boîte française qui t'aide à t'installer dans un nouveau pays, etc. Nous, on s'est débrouillés tout seul, on renouvelle nos visas tous les 2-3 ans, enfin, c'est l'enfer parfois. Et surtout, on se sent complètement à la maison à New York, à Brooklyn. Et dans ce sens-là, je dirais qu'on est plutôt des immigrés parce que au bout d'un moment, on s'est dit en fait, si on a l'impression d'être ici temporairement, on va pas autant en profiter, quoi. Et du coup, on s'est vraiment fait à la vie, quoi. Et ça me fait rire quand parce qu'on a quand même beaucoup d'amis français. Il y a énormément de Français à New York et c'est toujours facile de se faire des nouveaux amis français parce qu'on est tous un petit peu comme ça dans ce monde où on a peu de famille ici, où on a laissé nos amis en France, etc. Donc on a une très bonne communauté de Français. Et tu vois, il y en a qui essaient toujours de garder leurs habitudes françaises et il y en a qui essaient de prendre leurs habitudes américaines. Et nous, on est plutôt dans le camp d'avoir pris des nouvelles habitudes, quoi. Je dirais que je suis pas non plus américaine, je suis pas new-yorkaise. Il y a plein de choses qui sont très différentes entre moi et les Américains, même si bien sûr ça reste individuel. Je pense qu'il faut pas faire de généralité sur le caractère des gens juste à cause de leur nationalité. Mais nous, on est un peu dans cette in-between où on est des gens internationaux. Où on n'est plus des Français comme si on avait vécu en France toute notre vie et on n'est pas non plus américain et on est très content de notre vie qu'on a faite. Les gens me demandent souvent est-ce que la nourriture française me manque, qu'est-ce qui me manque en France, et il y a vraiment rien qui me manque en France à part ma famille et mes amis, mais même la nourriture ici, en fait j'ai été contente de découvrir d'autres choses. Enfin, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Mais à côté de ça, à la différence de vrais immigrés, nous on a un pays où on peut rentrer très facilement, où on sera toujours accueilli, où on n'aura aucune difficulté, où on retrouvera un support système hyper complet et tout ça. Donc on est loin d'être à plaindre. Hyper cool. Ben justement, ça me permet de rebondir sur un point très important, les amis et la famille. Parce que de ce que je comprends, du coup, c'est ce que tu mets en avant, en tout cas, c'est qu'à New York, tu peux rencontrer plein de gens. Ça me fait penser aussi à de grandes métropoles en Asie, tu vois, où effectivement, tu vas, il y a toujours des choses qui sont organisées pour networker, pour rencontrer des personnes. Est-ce que les relations que tu lies à l'étranger sont aussi profondes, sont aussi nourrissantes que celles que tu peux avoir en France avec des amis d'école, avec qui finalement tu as une vie complètement différente aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que les relations que tu noues avec les gens qui ne sont pas de ta nationalité sont aussi profondes? Je pense que oui, parfois c'est un petit peu plus difficile. Mais j'ai des très bonnes amies proches américaines avec qui je partage des choses différentes. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu te rends compte, entre Français, il y a plusieurs choses qui viennent en compte. Il y a bien sûr de partager un background commun, des références culturelles communes. Même si t'es pas tout le temps en train de parler de ça, en fait, ça se transmet par des tout petits trucs, des private jokes, des trucs comme ça, que tu peux pas avoir aussi vite avec un Américain. Et je dirais aussi le body language, même si aujourd'hui, on n'a aucun problème à parler anglais, on est complètement bilingue. Parfois, tu vois, il y a des petits mots qu'on apprend ou qu'on sait pas bien prononcer ou des trucs comme ça. Mais je dirais que quand même, c'est une deuxième nature. Il y a des petites choses de body language ou des petits accents, par exemple, les accents régionaux aux États-Unis, je les cerne pas encore aussi bien. Et du coup, je trouve que c'est des toutes petites choses qui font que tu détectes un petit peu moins la personne ou que tu t'adaptes un peu moins à ton contexte. Et qui sont différentes et qui font que parfois ça prend un tout petit peu plus de temps avant d'être proche avec quelqu'un. Mais si tu fais l'effort, tu peux tout à fait avoir des très bons amis et tu partageras des choses légèrement différentes parfois, mais
tout aussi profonde. Et je trouve aussi, c'est quelque chose dont je parle parfois avec mes amis, que parfois le langage, parce que c'est toujours du coup nous qui parlons anglais et non pas nos amis anglais américains qui parlent français, parce qu'en général, enfin si d'ailleurs j'ai une amie qui parle français, mais le plus commun c'est que toi tu changes ton langage. Parfois cette translation fait que tu oses un petit peu dire des choses que tu n'oserais pas nécessairement dire en français. Moi, ça m'a donné une barrière et je disais à mes amis, à mes proches parfois que je suis un tout petit peu... Ça m'a aidé un peu à être moins timide de parler anglais parce que j'avais un peu l'impression presque de jouer un rôle. En fait, moi, j'ai appris l'anglais en regardant des séries... en regardant ces Américains, ces Californiens parler, et du coup ça m'a aidé à me mettre comme un bouclier qui fait que j'ai pas l'impression d'être aussi exposée et donc je suis moins timide et donc ça c'est aussi un avantage. Et justement, alors comment on gère les relations familiales à distance ? Ça je dirais que c'est vraiment le plus douloureux et le plus difficile. Pour être honnête, je pense que j'ai toujours une certaine culpabilité à être loin de ma famille. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que, enfin, ce qu'on se dit parfois avec mon père, par exemple, c'est qu'on a aussi créé une relation différente. Par exemple, avec mon père, on s'est énormément parlé au téléphone. Il y avait des périodes où on s'appelait tous les jours pendant super longtemps. Et ça nous a permis d'avoir voilà, une autre relation. On se disait énormément de choses. Donc voilà, je pense que tu trouves un peu si tu le veux vraiment, tu peux trouver des ponts, des bridges pour accéder à des relations différentes avec tes proches. Et bien sûr, il faut faire un énorme effort pour ne pas perdre des amitiés. Je pense qu'il y en a qui, clairement, dans ma vie, se sont un peu plus effilochés à cause de moi et à cause de ces efforts qui manquaient ou de la distance, quoi. Mais je dirais que si tu prends l'opportunité de construire une relation assez profonde, tu peux, quoi. C'est clair. Et puis, comme tu le dis très bien, en fait, le fait aussi de vivre à distance, ça permet finalement de favoriser la qualité des relations au-delà de la quantité. Tu vois, moi, je pense par exemple à des amis que je voyais très très souvent et le fait d'être parti, finalement, on se voit moins. Mais quand on se retrouve, tu vois, c'est vachement plus quali. Et puis, c'est comme si on s'était jamais quitté aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est aussi cool. Ouais, c'est une chance, ça. Ouais, grave. Donc du coup, Maud, tu as créé ton studio de design en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé ce processus de création d'entreprise ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic ? Tu t'es dit, ok, je me lance, j'ouvre ma boîte. Ouais, alors c'est drôle, il y a donc plusieurs différents panneaux à cette réponse. Donc déjà, le fait de savoir que je pouvais survivre avec ce job. Donc comme vous le savez probablement, New York, c'est une ville extrêmement chère. Donc il faut pas avoir trop peur de ça, mais par chance, je pense que j'avais un petit peu une folie. Enfin, je me suis pas trop posé la question. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de demandes de clients avant même de quitter mon boulot. Au bout d'un moment, du coup, je travaillais quand même beaucoup le week-end, beaucoup le soir. J'avais des bons contacts, j'avais souvent des demandes. Et donc je me suis dit, alors peut-être qu'au début je quitterais mon boulot, j'aurais pas un full job à temps plein, mais voilà, si je mets les heures qui me restent à essayer de faire du business développement, peut-être que j'y arriverai. En fait, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai eu un boulot à temps plein direct, enfin j'avais suffisamment de travail pour remplir mes journées, donc c'était très rassurant. J'ai assez rapidement booké un client qui m'a fait travailler non seulement sur leur identité visuelle, mais une fois qu'on a fini ce process, ils ont continué à me faire travailler sur leur marketing, faire des choses récurrentes, donc ça m'a beaucoup aidé. Aussi une petite chose un problème administratif, c'est que comme je le disais et comme je vais sûrement beaucoup le répéter, notre vie est beaucoup dépendante des visas. Donc quand je quittais mon boulot, il fallait d'abord que je demande un nouveau visa pour pouvoir travailler en indépendant, parce qu'en fait ton visa est toujours lié à ton travail et ensuite une fois que tu es indépendant, il est lié à la structure de ton entreprise. Donc au début, j'ai décidé de faire un visa pour travailler en indépendant, donc j'ai été freelance pendant quelques mois. Après, il a fallu que j'engage quelqu'un pour m'aider. J'ai fait des petits changements de structure aussi. J'ai monté une entreprise au lieu d'être juste freelance. Donc là, j'ai redû changer de visa, etc. Donc voilà, je dirais que ce qui m'a vraiment poussée à partir et à mon compte, c'est que j'avais cette connexion avec des fondateurs d'entreprises qui me poussaient vraiment à vouloir travailler directement avec eux plutôt que de travailler via une entreprise pour laquelle je travaillais et du coup ne pas choisir mes clients, ne pas être en contact avec les fondateurs et c'est vraiment ça qui m'a le plus amusé, quoi, prendre un petit peu ce risque, mais être directement le contact d'autres entrepreneurs qui veulent monter quelque chose et les aider de A à Z, c'était hyper excitant.
Et du coup, justement, quand tu dis que là, tu peux choisir tes clients, quel projet généralement, est le plus au service de ta créativité, t'excite le plus? Bah, c'est très drôle parce que au final, je pensais que je serais plus intéressée par travailler avec, par exemple, des fondatrices féminines, avec des projets qui me parlent, tu vois, qui lancent des produits que j'utilise tous les jours, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle inquiry, que ce soit dans presque n'importe quel domaine, je suis excitée. Du moment que la personne en face de moi est passionnée par ce qu'elle fait et qu'elle est ouverte à la créativité. Donc désolée, c'est pas vraiment une réponse. Il y a vraiment plein de choses qui m'intéressent. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises dans la santé. Je trouve que ça, c'est une passion que j'ai découvert, que je ne soupçonnais pas nécessairement. Je trouve qu'il y a pas mal de startups qui se lancent dans la santé aux États-Unis parce que leur système de santé est quand même horrible, compliqué et pas du tout au service des patients. Et donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée de collaborer avec des gens qui veulent changer ça. Même si sur le papier c'est pas nécessairement l'industrie qui te paraît la plus créative, mais en fait ça peut l'être. J'ai fait un petit peu de lifestyle, beauté et après tout un pan de mon travail qui m'intéresse énormément, c'est l'illustration. Donc je suis spécialisée dans l'identité de marque et j'ai aussi un petit peu poussé mon expertise de l'illustration de marque. Donc, pas l'illustration éditoriale que tu verras dans les journaux, les magazines ou sur la couverture de magazines, mais plus les illustrations de marque où tu vas créer en fait une librairie, une bibliothèque d'illustrations pour une marque spécifique et créer leur univers via ça. Et ça, c'est ce qui m'excite, je dirais, le plus dans toutes les marques avec qui je travaille. Et puis en général, du coup, c'est pas spécifique à une industrie. Tu peux le faire pour beaucoup d'industries différentes. Voilà, quand je crée des illustrations, j'ai l'impression de me reposer, de détendre mon cerveau, de faire voler ma créativité. Enfin, ça m'amuse énormément. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement dans tout type d'industrie. Ok, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Puis en plus, tu mets vraiment en avant le fait que finalement, même quand tu es chef d'entreprise et que tu dois bien sûr être au service de ton client, tu dois aussi être au service de toi-même. En fait, quand tu fais ça, tu dois aussi te faire plaisir. Et ce que je vois, c'est que tu as pu développer en fait des activités dans ton projet qui sont à ton service. Je vois très bien ce que tu dis quand tu parles de flow. Et donc, c'est le flow, hein, c'est un peu ce concept qui explique que, en fait, quand tu es à fond dans une tâche que t'aimes et tu es au service de ta créativité, tu vois pas le temps passer. Et en fait, tu es un peu comme guidé par quelque chose plus grand que toi et parce que tu es dans ta zone un petit peu de génie. Et justement, donc tu mets bien en avant le fait qu'en l'occurrence, là, le service d'illustration, ça permet vraiment aussi à une marque de aussi d'être vraiment identifiable et identifiée. En quoi c'est important aujourd'hui pour une marque d'être identifiable et identifiée? Pourquoi, en fait, est-ce que c'est ce qu'on appelle le branding aujourd'hui? Pourquoi c'est important en fait pour une entreprise, qu'elle soit grosse ou même qu'elle soit petite, qu'elle ait un branding à son service, peut-être aussi aligné avec ses valeurs? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, exactement. Ce concept de flow et de zone de génie, j'en ai déjà entendu parler et je pense que c'est quelque chose que tu remarques vite quand tu es dedans. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de chance d'avoir souvent dans mon travail. Et pour revenir justement sur ces clients qui me contactent et cette diversité d'industrie, je ne fais pas de discrimination effectivement sur le type de service que mes clients proposent. Par contre, ce que j'aime, c'est collaborer avec des gens qui sont ouverts, qui sont créatifs, qui veulent un petit peu sortir de leur zone de confort et qui du coup vont vraiment créer quelque chose de unique avec moi et me donner les moyens d'être le plus créatif possible, effectivement. Et pourquoi le branding est important aujourd'hui? Bien évidemment parce que je pense qu'il y a énormément de marques, surtout à New York. En tout cas, moi, je le vois, il y a une nouvelle marque toutes les 2 secondes et tu as vraiment besoin de te différencier. C'est assez drôle, à New York, on voit beaucoup de pubs dans les métros qui sont toutes plus créatives les unes que les autres. Les packagings sont magnifiques dans les supermarchés. Les supermarchés ici sont quand même assez beaux et du coup tu vois souvent des beaux rayons avec des beaux packaging et donc effectivement il faut vraiment se différencier de tous ces compétiteurs qui vont avoir des magnifiques packaging et branding. Mais je dirais que quelque chose qui est un petit peu plus profond dans ce qu'on fait, c'est de rendre la marque accessible aux gens qui en ont besoin. Donc encore une fois, je pense qu'un bon exemple, c'est un petit peu ce qu'on fait dans le domaine du wellness. On va créer un site internet que les gens trouveront facilement pour, euh, pour accéder à leurs besoins. Donc qui trouveront facilement, qui sera facile à naviguer, qui sera esthétique et plaisant à voir. Et surtout que les fondateurs seront heureux de promouvoir le plus longtemps possible. Euh, donc c'est tout un côté esthétique, mais c'est aussi une manière de communiquer le plus effectivement possible et le plus clairement possible, qui est extrêmement important. Là, par exemple, on travaille
pour quelques entreprises et on essaie de trouver le style d'illustration qu'on veut apporter à leur marque. Et en fait, ça permet à l'entreprise de paraître plus, je vais utiliser un mot anglais, approachable, identifiable pour chaque potentiel client. Donc, les photos, c'est super pour une identité de marque, mais parfois, du coup, c'est un petit peu trop précis sur le type de personnes que sont leurs clients. Alors que quand on fait des illustrations, on peut créer une très grande diversité de types de personnages, et donc beaucoup plus de gens vont pouvoir s'identifier à la marque. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que tout le monde se sente ciblé et connecté à la marque. Et je dirais que avec le branding, c'est ça qu'on fait, et avec l'illustration encore plus. Comment tu arrives, quand un client te contacte, comment tu arrives à identifier ses objectifs? Parce que j'imagine que selon l'objectif de la boîte, en fait, la stratégie de branding que tu vas mettre en place sera différente. Comment ça se passe en fait pour arriver à vraiment cerner les besoins et les objectifs de tes clients par rapport à une stratégie de branding? Oui, c'est une excellente question et c'est pas toujours la partie la plus facile parce que ça vient au début du processus, mais c'est un moment où on connaît pas encore le client extrêmement bien et pourtant c'est ce sur quoi notre travail va reposer pour tout le projet. Donc nous, on a un processus très régimenté que l'on utilise à chaque fois et que je sais maintenant qu'il ne faut pas en dévier trop parce que c'est là que les problèmes arrivent. Donc, on commence par un questionnaire où on pose une petite quinzaine de questions aux clients qui sont à peu près toujours les mêmes, légèrement adaptées à leur industrie, à leurs produits spécifiques. Donc, il y a beaucoup de questions sur les adjectifs qu'ils veulent associer à leur marque, les adjectifs qu'ils ne veulent pas associer, quelle est leur mission, bien sûr, en quelques mots, et puis après, un petit peu plus détaillé. Et une question que j'aime bien, c'est aussi si votre marque était un personnage réel ou fictif, qui est-ce que ce serait? Et là, ça lance toujours des conversations très intéressantes. Donc à partir de ça, je crée ce qu'on appelle un creative brief. Et il est divisé en 3 catégories. Donc la mission, en quelques mots. Ensuite, le positionnement de la marque. Donc comment l'identité visuelle va répondre à cette mission. Donc je commence par dire un petit peu les adjectifs les objectifs de cette marque et tout simplement en quelques mots dans les grandes lignes comment du coup déjà on voit un petit peu se former l'identité visuelle qui va répondre à ces objectifs. Ensuite je fais ce que j'appelle les attributs de la marque et donc là je commence un petit peu à mettre des concepts ensemble. À droite de mon creative brief, j'ai ces grands adjectifs et auxquels la marque veut s'associer et ceux à quels elle ne veut pas s'associer. Et du coup, dans mes attributs, je prends un petit peu ces adjectifs, je les associe ensemble. Par exemple, si une marque veut être minimale mais friendly, je mets ces 2 adjectifs ensemble et je dis un petit peu comment notre identité va répondre à ces 2 concepts qui paraissent différents, mais qui du coup ensemble créent quelque chose d'intéressant. Une fois que le creative brief, qui parfois peut être un petit peu plus long, parfois on fait un petit peu une étude des compétiteurs, quels sont un petit peu les patterns qu'on observe et qui reviennent souvent dans leurs compétiteurs, donc comment on va essayer de faire quelque chose de différent, comment ils se placent un peu sur le marché, donc voilà, on peut entrer un peu plus dans les détails. Après donc cet exercice de creative brief ou de workshop, on fait ce qu'on appelle un mood board. Enfin oui, non, c'est un mot que tout le monde connaît, on fait des mood boards. En général, on en fait 3 pour que vraiment on commence à créer un langage visuel qui soit différent et que du coup, les clients puissent comparer l'un à l'autre. Parce que je pense que parfois, quand tu montres un seul concept visuel, c'est difficile de vraiment savoir si tu l'aimes ou pas parce que tu n'as pas de comparaison. Et du coup, ces mood boards, je reprends un petit peu ces adjectifs qui entrent en tension les uns avec les autres. Donc encore une fois, j'utilisais un exemple. Par exemple, ça peut être quelque chose qui doit être sérieux et qui paraît digne de confiance, mais qu'on veut quand même qui paraissent invitants, inviting et chaleureux. Alors comment ces 2 concepts qui paraissent opposés vont créer ensemble un concept qui vient du coup donner un côté unique à votre marque. Et du coup, chaque mood board est un petit peu une réponse à ces idées, une réponse visuelle. Donc on va trouver des images d'autres artistes ou d'autres marques. On n'est pas encore en train de créer quelque chose nous-mêmes, mais vraiment juste pour qu'on définisse avec le client le langage visuel qui va être celui de leur entreprise. Et quand on parle d'un mot, quand on a un mot en tête, être sûr qu'on a tous le même visuel qui va avec. Friendly, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'image, en termes de typographie, de couleur, de photographie, d'illustration. Qu'est-ce que sérieux ou digne de confiance veut le dire aussi.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle la background research et c'est ce qui nous permet un petit peu de mettre l'identité sur les bons rails pour être sûr de rester sur le meilleur concept pendant les 3 mois où on va bosser sur le projet. Ok, tu mets vraiment en avant effectivement l'importance d'avoir aussi un process qui est détaillé parce que finalement, en fait, créer son identité visuelle, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il faut vraiment se poser. C'est vraiment un audit en fait de l'image de notre entreprise, de ce qu'on veut dégager, de la connexion aussi qu'on veut créer avec nos clients. Moi, je le vois en tant que consommatrice, tu vois, quand je débarque sur un compte Instagram avec un feed qui est super bien réalisé, quand tac, je me balade sur le site web où c'est complètement en cohérence, tout est en cohérence. Même aujourd'hui, les stories Instagram, tu vois, sont brandées. Bah, c'est vrai que moi, en tant que consommatrice, ça me met en confiance et puis ça me permet de me dire, ok, c'est ça l'image de la boîte, c'est aussi ça que ça dégage. Et c'est pour ça qu'il faut pas aussi, je pense, le laisser de côté, même si bien sûr quand on crée notre entreprise, quand on est tout seul, indépendant et que c'est pas notre métier, parce que graphic designer c'est un vrai métier et que c'est vraiment des recherches qui sont super approfondies. Mais c'est vrai que quand c'est pas notre métier, on se dit ok, je vais faire 2-3 posts, je vais faire un petit site web, mais en fait avec le temps tu te rends compte que tu as besoin aussi d'avoir une cohérence en fait dans ton design parce que c'est un moyen de communiquer avec tes futurs clients, tes potentiels clients. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel j'ai envie qu'on enchaîne, bien évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, aujourd'hui il y a des outils comme DALL-E ou Midjourney qui permettent en fait de générer des illustrations, des images à partir d'un script et c'est vraiment moi, je trouve ça incroyable. Toi qui es du métier, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu l'utilises au quotidien? Est-ce que tu vois ça comme une menace ou au contraire comme une aide pour pouvoir développer encore plus ta créativité? Quel est ton avis là-dessus? En ce qui concerne l'AI, effectivement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pense qu'il y a deux routes. Tu peux avoir peur, être paralysé et te dire que ça va juste piquer ton job et que tu n'auras plus de boulot bientôt. Je pense que le graphic design, comme beaucoup d'industries, a connu déjà des révolutions qui font que les gens ont eu très peur, que ça a énormément changé leur travail, leur méthode de travail, le type de clients avec qui ils travaillaient. À mon avis, pour le graphic design, ça s'est beaucoup passé quand les ordinateurs et les logiciels sont arrivés parce que ça a donné les outils à beaucoup plus de monde pour faire ce métier. Ça a dû être effrayant et a beaucoup changé l'industrie et le quotidien de beaucoup de graphic designers. Mais effectivement, notre industrie a survécu et ça nous a permis de créer d'autres choses. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, moi j'ai choisi la deuxième route, donc pas la peur, mais le côté embrace, enfin choisir d'aller, de se laisser emporter par cette vague. À mon avis, effectivement, ça peut impacter mon travail négativement et enlever du travail à certains graphic designers parce qu'il y a effectivement des clients qui vont décider d'aller créer leur identité visuelle eux-mêmes. Mais à mon avis, ceux-là ne voient pas à ce point la valeur d'une vraie identité visuelle créée par un humain. Et donc, c'est de toute façon des clients avec qui je n'aurais pas vraiment bossé parce que c'est pas forcément ma target. Mais c'est plutôt pour moi comprendre comment marche cet outil, qu'est-ce qu'il peut m'apporter à moi. Et bien sûr, beaucoup de mes clients sont intéressés par cet outil et veulent le tenter, veulent l'intégrer dans leur process, etc. Donc moi, en connaissant l'outil, je vais pouvoir l'intégrer à mon process, me faire gagner du temps, étendre encore plus ma créativité, comme tu le dis, et et montrer aussi à mes clients que je suis au goût du jour, que je connais tout ce genre de choses et qu'on va créer quelque chose de super excitant ensemble. Donc des manières dont je l'utilise, il y en a plusieurs. Récemment, j'avais besoin de créer quelques illustrations un peu plus rapidement, donc je me suis dit je vais décrire exactement ce que je veux à Midjourney, ça va me donner un fichier et à partir de là je vais pouvoir étendre mon illustration. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne le semble. En fait, prompter Midjourney pour créer quelque chose de beau, c'est hyper dur et ça demande beaucoup de travail. Donc déjà il faut avoir ces compétences-là et ça demande du temps d'apprentissage parce que sinon tu vas créer quelque chose que en fait Midjourney a envie de voir mais qui n'a pas vraiment ton style à toi. Et c'est là aussi que je pense que notre expertise est extrêmement valuée. Donc pour, par exemple, demander à Midjourney de créer cette illustration, en fait, je lui ai montré une illustration que moi j'avais créée. Bien sûr, je n'utilise pas le travail de quelqu'un d'autre pour inspirer Midjourney parce que ce serait contraire à l'éthique. Et,
et aux lois qui sont en train d'apparaître, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Donc j'ai plutôt utilisé une illustration que moi j'avais créée. Je lui ai donné un nouveau sujet à réaliser à partir de ça. Et donc ça m'a créé quelque chose de pas trop mal. Et du coup je l'ai utilisé comme base pour ensuite créer une vraie illustration. Donc ça m'a fait un petit peu gagner du temps. Quelque chose d'autre que j'ai étudié ces derniers temps, j'ai carrément pris un petit stage de 4 semaines. Environ 2 heures par semaine de cours avec après de la pratique à côté pour vraiment apprendre Midjourney parce que je voyais bien que j'avais des difficultés à prompter Midjourney pour faire quelque chose de correct. Et du coup, ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai créé en fait, par exemple, des photos qui permettaient de montrer à mes clients leurs produits en contexte avec par exemple le packaging que j'aurais créé, mais dans un contexte intéressant de product photographie sans avoir besoin de shooter moi-même. Donc c'était pour créer des mock-ups, des maquettes, pour créer un petit peu un univers visuel sans avoir besoin de prendre toutes les photos, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais plus jamais prendre de photos ou demander à un photographe d'en prendre. C'est plus un outil pour un peu arriver un peu plus loin, un peu plus rapidement. Et encore une fois, c'est hyper important et c'est quelque chose... en fait, toute la créativité, c'est comme ça. Ton univers à toi, ta touche à toi, elle est unique. Et tu peux créer des images sur Midjourney, mais elles seront pas bien si toi, t'as pas le style et les idées et la créativité et l'imagination pour demander au logiciel de créer quelque chose. Parce que tous ces logiciels, en fait, de toute façon, ils s'inspirent de ce qui existe déjà. Donc c'est à nous de les nourrir de choses intéressantes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, bien sûr, il y a des gens qui vont du coup essayer de ne pas travailler avec des designers, avec des photographes, avec des illustrateurs, mais ceux qui voient la valeur de ce qu'on fait comprendront que ça peut juste être un outil qui simplifie notre travail à tous, mais que la créativité humaine est encore intéressante. Alors peut-être que c'est naïf et qu'il y a des gens qui pensent que mon travail va complètement disparaître, je ne sais pas, parce qu'effectivement ces outils-là s'améliorent de jour en jour, mais je pense qu'il y a encore un moyen pour nous de s'adapter, d'être adaptable, d'être créatif et de continuer à travailler comme ça. Non, mais c'est vrai, tu le dis très bien. Midjourney, c'est quand même un outil qui est assez difficile à utiliser. Il faut vraiment maîtriser les prompts pour avoir la photo que l'on souhaite. Il y a vraiment des codes aussi à utiliser. Enfin voilà, c'est assez complexe. Et comme tu le dis très bien, en fait, le fait de savoir l'utiliser et de vendre en fait finalement cette expertise par rapport à ce que tu proposes à tes clients, bah c'est que du bonus finalement. Et je pense que c'est aussi ça finalement l'entrepreneuriat. Enfin, tu me diras, mais dans tous les domaines aussi de l'entrepreneuriat. Pas que dans le graphic design, il faut savoir se réinventer. Si c'est pas l'outil qui est utilisé, c'est peut-être les besoins du client. Si c'est pas les besoins du client, des fois c'est aussi les conditions d'exercice. Combien d'entreprises aussi ont dû se réinventer à cause de la pandémie en fait. Donc effectivement, c'est ça aussi qui fait que c'est challengeant et que c'est excitant et qu'on s'ennuie jamais, c'est que il faut savoir se réinventer pour avoir une entreprise à notre service et offrir le meilleur à nos clients. Donc franchement, hyper cool, hyper intéressant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Il est clair que moi, mon travail qui me passionne énormément m'a beaucoup aidé dans mon expatriation parce que du coup, je fais quelque chose que j'adore tous les jours et qui est un petit peu aussi lié à l'endroit où je vis parce que c'est ça qui m'a apporté beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de chance dans ce sens-là et je pense qu'il faut vraiment utiliser l'expatriation comme une opportunité, quelque chose qui va nous ouvrir l'esprit et qui va nous permettre de nous enrichir. C'est une énorme chance de faire ça. Donc, j'espère que toi, tous tes projets où tu soutiens toutes les autres femmes qui, du coup, se retrouvent parfois dans des situations où elles ont moins de ressources, moins de réseaux ou moins de connaissances, elles vont pouvoir, grâce à toi et grâce aux projets comme toi, grandir dans leur expatriation et dans leurs projets professionnels. Et je leur souhaite vraiment tout le bonheur et le courage possible. J'espère qu'elles ne vont pas hésiter à prendre des risques et à faire grandir leurs rêves et leurs projets. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir reçue. J'espère que mon parcours pourra inspirer certaines personnes à se lancer, à prendre des risques. Vous pouvez me trouver sur Instagram Maud Passini ou manureva.studio si vous voulez poser des questions, partager un petit peu si vous êtes dans le même domaine et que vous voulez échanger. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, télécharger notre quiz pour savoir si vous êtes prêt à l'expatriation. À bientôt!